Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je suis anesthésiste réanimateur et je m'intéresse à la nutrition depuis longtemps parce que c'est fait partie intégrante de notre spécialité puisqu'on a à gérer la nutrition des patients aussi bien par voie parentérale, c'est-à-dire par perfusion, que par voie entérale, c'est-à-dire par sonde gastrique. Et puis de plus en plus, et malheureusement maintenant, on a aussi à gérer les patients qui sont en surpoids, et je dirais même en état d'obésité, on reviendra sur le terme d'obésité plus tard, parce que comme tout le monde le sait, c'est une maladie, et c'est une maladie qui est assez invalidante. Et donc maintenant, de plus en plus, on a des patients qui arrivent très jeunes, en fin de vie dans nos services de réanimation. Alors, le jeûne thérapeutique, c'est une formulation qui peut amener à confusion et à critique. Dans le mot thérapeutique, il y a la thérapeutique préventive et puis il y a la thérapeutique curative, dont l'objectif serait de soigner le patient. Quand malheureusement on est en fin d'évolution de sa maladie, obésité, avec des perturbations métaboliques, avec des détériorations d'organes, en particulier du cœur, des poumons, je dirais que la situation elle est malheureusement hors des limites de la thérapeutique. C'est compliqué et c'est une des raisons qui m'a porté à m'intéresser à ce problème, c'est que pour la première fois dans ma carrière, depuis quelques années, j'ai des patients qui arrivent en fin de vie âgés d'une quarantaine d'années ou d'une cinquantaine d'années, ce qui est quand même pour des personnels de santé une situation extrêmement choquante et pénible à vivre. Donc bien entendu qu'on fait tout pour essayer de guérir la détresse qui a été à l'origine de leur hospitalisation et de leur décompensation, mais parfois la situation est tellement avancée qu'on ne peut que, que les accompagner. Vous savez, quand on limite les traitements, on ne limite pas les soins, on les accompagne pour qu'ils aient une fin de vie la plus confortable possible. Ça s'adresse à toutes les pathologies terminales, pas que celle-là. Mais voilà, ça c'est un phénomène qui est assez nouveau, c'est de voir des gens jeunes arriver en fin de vie du fait principalement de leur obésité. Voilà. L'obésité est une maladie et c'est très important de le souligner parce qu'il faut déculpabiliser le patient. C'est une maladie comme une autre et c'est une maladie grave. Et qui est d'emblée invalidante. Enfin, je parle de l'obésité vraie. Généralement, on évite le terme obésité, parce qu'obésité, il y a une connotation très négative. On parle plutôt de surpoids. Mais comme vous le savez, enfin comme savent la plupart du public le sait, on parle d'obésité morbide lorsqu'il s'agit vraiment d'un surpoids très très important. Il y a des critères, en particulier l'index de masse corporelle. Bien, quand cet index de masse corporelle atteint un certain chiffre, on parle d'obésité morbide. Morbide, ça veut dire que c'est une obésité qui entraîne des complications et voilà, qui vont, à l'arrivée, malheureusement, réduire l'espérance de vie des patients. Première chose, c'est une maladie. Donc on n'a pas à se sentir coupable parce qu'on est hypertendu, parce qu'on est coronarien, ou qu'on a un cancer. C'est une maladie. C'est une maladie qui va atteindre des gens qui ont déjà une prédisposition. Qui peut être une prédisposition familiale, génétique. Le jeûne, c'est soit une absence d'alimentation, soit une alimentation très réduite, c'est-à-dire un apport calorique, un apport énergétique qui est inférieur aux besoins quotidiens de l'organisme. Pour faire simple, il y a d'un côté les régimes hypocaloriques, c'est-à-dire les régimes où on va manger moins que les besoins de l'organisme et qui donc vont entraîner une perte de poids. Et puis à l'autre extrémité, il y a le jeûne où on ne mange pas du tout. Voilà. Et les objectifs sont peut-être pas les mêmes d'ailleurs quand on fait un régime ou quand on jeûne.
Alors, les objectifs peuvent être parfois les mêmes, mais en principe, si on fait un jeûne, et un jeûne complet, le jeûne peut être complet, c'est-à-dire qu'on n'absorbe aucune nourriture, ou il peut être partiel ou intermittent, on y reviendra après. Quand on fait un jeûne, l'objectif n'est pas forcément la perte de poids. Un jeûne thérapeutique, on reviendra sur ses bienfaits, et puis aussi ses inconvénients et ses risques, parce qu'il faut en parler, va entraîner évidemment une perte de poids, mais ce n'est pas l'objectif principal. Tout le monde sait que si on jeûne, si on fait un régime hypocalorique bien conduit et prolongé, on va perdre du poids. Malheureusement, l'organisme va s'adapter et dès qu'on va remanger avec un apport calorique normal ou même légèrement, très légèrement supérieur aux besoins de l'organisme, on va reprendre tous les kilos qu'on a perdus et c'est l'effet yo-yo que tout le monde connaît. On a fait un premier régime parce qu'on avait 4-5 kilos de trop. On les perd, on en reprend 8, on les repère, on en reprend 10 et ainsi de suite et on se retrouve à 120, 130, 140 kilos. Donc attention au régime yo-yo et attention à ces pertes de poids qui ne sont pas suivies d'un changement dans les habitudes alimentaires, dans le comportement. Alors pourquoi le jeûne peut être thérapeutique? Il peut être thérapeutique d'une part parce qu'il a des bienfaits sur notre organisme et sur notre physiologie, parce que l'être humain, il a été, si j'ose dire, conçu par la nature pour pouvoir jeûner. Donc on a des réserves de lipides, des réserves de graisse pour pouvoir jeûner par intermittence. Ce jeûne, il peut durer assez longtemps. Grossièrement, schématiquement, on peut considérer qu'on peut jeûner environ un mois, en réalité un tout petit peu plus, sans complications graves pour l'organisme. Au-delà, le jeûne est extrêmement dangereux puisque non seulement l'organisme va puiser dans ses réserves de graisse, mais il va également utiliser les protéines de structure, si vous voulez. Donc, au-delà d'un mois, 40, 50 jours, c'est connu chez les grèves, les personnes qui font les grèves de la faim, eh bien ça peut être, les effets peuvent être graves et même entraîner la mort du patient, parce qu'on va manger toutes ces graisses, y compris les graisses du cerveau en fait. Voilà. En revanche, respecter sa physiologie, et vous savez tous que notre physiologie, elle a des cycles. Alors, les cycles, ils sont connus chez les femmes, mais en fait, il y a des cycles chez tous les humains. Il y a des cycles de sécrétion d'hormones qui sont quotidiens, il y a des cycles qui sont hebdomadaires, il y a des cycles qui sont mensuels, on en a parlé, et il y a des cycles annuels. On n'a pas exactement la même physiologie en été et en hiver. Depuis de nombreux siècles, les humains se nourrissent préférentiellement pendant les périodes où on peut cueillir, où on peut récolter, et pendant les mois d'hiver, parce qu'on n'avait pas des systèmes de conservation, eh bien, les individus, les humains, vivaient plutôt sur leur réserve de graisse et donc perdaient du poids. Donc en pratique, jeûner, ce n'est finalement que respecter sa physiologie. On sait aussi depuis très longtemps, chez les animaux qui sont un bon modèle, et en particulier les animaux domestiques, les éleveurs savent ça depuis très longtemps, si on les nourrit en excès, s'ils sont obèses, alors c'est pratique, parce que si c'est pour les sacrifier et les manger, c'est un objectif, mais quand il s'agit d'animaux domestiques comme les chiens et les chats, eh bien on sait que s'ils sont en surpoids, ils vont mourir plus jeunes, et en revanche, si on les sous-nourrit, c'est-à-dire qu'on leur donne même un petit peu moins que la ration nécessaire au quotidien, ils vont vivre 50% d'années supplémentaires. Voilà. C'est un bon modèle parce que eh bien, finalement, il va développer des complications ou au contraire avoir une espérance de vie qui s'allonge et on va pouvoir l'observer finalement sur une quinzaine d'années. Voilà. Un chien qui devient diabétique, généralement il meurt dans les mois ou les années ou 1 ou 2 ans qui suivent. Un humain qui est diabétique, sous réserve qu'il soit pas bien suivi, pas bien équilibré, eh bien, il aura des conséquences dramatiques 20 ou 30 ans plus tard. Voilà. Donc le jeûne,
va effectivement entraîner une perte de poids, mais s'il n'est pas accompagné d'une modification du comportement alimentaire, et je dirais même du comportement global, eh bien cette perte de poids va être très rapidement compensée par une reprise, et même parfois une reprise bien supérieure aux kilos qu'on a perdus. Quand on jeûne, il y a un certain nombre de conséquences physiologiques qui peuvent être assez graves chez les patients qui ont déjà des pathologies. Je pense aux patients qui sont diabétiques, aux patients qui sont coronariens. Et donc, fatalement, il faudra modifier, équilibrer leur traitement. Donc, il faut absolument qu'il y ait un suivi médical. Quand on aborde la 4e ou 5e décennie de la vie, la masse musculaire a tendance à diminuer. Or, quand vous jeûnez, vous allez avoir quand même une perte de votre masse musculaire qui peut être limitée ou compensée par l'alimentation qu'on peut avoir pendant cette période de jeûne, qui n'est pas forcément nulle, et qui peut être compensée également par l'exercice physique régulier. Mais de toute façon, le jeûneur va avoir une réduction de sa masse musculaire. Et passé un certain âge, au-delà de la 6e décennie, souvent c'est, j'ose pas dire quasi, mais presque irréversible. Ou en tout cas, ça nécessite des précautions très particulières. Donc jeûner, oui, mais pas dans n'importe quelle condition et avec une surveillance. Il y a le jeûne absolu, finalement c'est un jeûne où on ne va pas manger du tout pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec la limitation qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 4 à 6 semaines, ça c'est vraiment le grand maximum. Bien entendu, il faut s'hydrater, pas forcément excessivement, parce que si on prend beaucoup d'eau, c'est-à-dire de l'eau en excès, supérieure aux besoins naturels de l'organisme, eh bien, on peut avoir un phénomène de dilution de ces sels. Vous savez que le milieu intérieur nécessite une certaine stabilité et qui peuvent être délétères pour l'organisme. Donc, si on jeûne de façon absolue, il faut continuer à s'hydrater, pas en excès, il faut s'hydrater normalement, et la soif est un bon signe. Ça, c'était le jeûne complet. Maintenant, il y a aussi des jeûnes intermittents. Alors, ils peuvent être intermittents en nombre de jours, c'est-à-dire que c'est des jeûnes de quelques jours dans la semaine, un jour dans la semaine, 2 jours dans la semaine, quelques jours par mois, ou même des jeûnes une fois par année. Ce n'est pas sans doute sans raison que les principales religions, depuis très longtemps, prônent le jeûne. Voilà. Donc un jeûne intermittent va rester bénéfique parce qu'il va permettre au corps de respecter cette chronobiologie. La chronobiologie, c'est la variation du fonctionnement de l'organisme en fonction des heures et des saisons, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et d'autre part, il va permettre au corps de passer dans un autre système de fonctionnement. Alors, c'est là que les bienfaits du jeûne peuvent être soulignés. C'est que globalement, je vais essayer d'être le plus schématique possible, globalement nous avons 2 systèmes de fonctionnement. Notre organisme a besoin d'énergie. Donc il y a le premier système qui consiste à utiliser les glucides. Les glucides, ce sont tous les sucres. Ça peut être les sucres rapides, ceux qui ont un goût sucré, mais tous les sucres qu'on appelle lents, c'est-à-dire le blé, enfin le pain, la farine, tous les amidons. Donc tout ça, c'est la grande catégorie des glucides. Et donc les 2 autres catégories sont représentées par les lipides et les protides. Les lipides, c'est les graisses, et les protides, ce sont les viandes, les viandes et poissons. Bien. Donc notre organisme, lui, utilise préférentiellement les glucides. Soit parce que ce sont des glucides qu'on a ingérés, soit il va transformer les autres nutriments, c'est-à-dire les lipides et les protides, en glucides pour les utiliser. Tout le monde sait que le glucose, c'est une source d'énergie. En réalité, le glucose n'est pas utilisé tel quel par la cellule. La cellule ne sait pas utiliser le glucose. Simplement, le glucose va servir à fabriquer une molécule qui est, elle, la matière énergétique.
et cette molécule s'appelle l'ATP, adénosine triphosphate. On ne va pas rentrer dans des détails savants. Et donc le glucose va être transformé en ATP et la cellule va utiliser donc cet ATP. Lorsqu'il n'y a plus de glucose, quand vous jeûnez, eh bien vous allez utiliser votre glucose. Tout le monde sait qu'on a à peu près 1 gramme par litre dans le sang, donc ça veut dire qu'on a 5 grammes par litre de glucose disponible. Et puis, heureusement, on a un petit peu de glucose en réserve dans le foie, à peu près 30 grammes, et du glucose dans les muscles. Celui-là ne peut être utilisé d'ailleurs que par les muscles, il ne peut pas être utilisé par les autres organes, et en particulier par le cerveau qui est un grand consommateur. Donc si vous jeûnez, vous pouvez considérer qu'au bout de 24 heures, vous avez épuisé vos réserves de glucose et de glycogène. Le glycogène est une forme de glucose aggloméré, c'est une réserve mais rapidement utilisable. Et effectivement, si on jeûne une journée, eh bien, à la fin de la journée, les personnes qui font le ramadan le savent bien, ils commencent à éprouver des petits troubles, beaucoup d'inconfort, une sensation de faim, une sensation de fatigue. Et puis lorsqu'on est fatigué physiquement, on l'est aussi psychologiquement, donc une difficulté à se concentrer, et puis voire même un petit coup de, comme on dit, de déprime. Voilà. Donc ça c'est tout à fait naturel, parce qu'on est dans un système de fonctionnement qui n'utilise que les glucides. Et l'organisme et les cellules vont privilégier cette voie. En réalité, notre organisme et notre physiologie, nous, mammifères, a prévu une autre voie qui est un petit peu comme dans les voitures hybrides, ça serait le moteur thermique. Une deuxième voie d'apport en énergie qui, elle, est quasiment infinie, sous réserve de l'alimenter avec la source principale, comme le moteur thermique qui peut faire des milliers de kilomètres. Il suffit juste de lui rajouter quelques litres de liquide énergétique, de l'essence ou du gasoil. Nous c'est pareil, quand on va passer dans la deuxième catégorie de sources énergétiques, on peut tenir très longtemps, précisément en utilisant ces réserves de graisse. Bien. Cette deuxième source d'énergie ne va se mettre en marche que quand la première sera épuisée. Donc, si vous faites un jeûne absolu, c'est-à-dire que vous ne mangez rien du tout pendant plusieurs jours, vers le deuxième et troisième jour, votre deuxième système de source d'énergie va se mettre en marche et il va produire du glucose et surtout de l'ATP à partir de vos réserves de graisse. Alors bien entendu, il va utiliser les réserves de graisse et à partir de ce moment-là, il va n'utiliser que les réserves de graisse si vous faites un jeûne complet. Et il va utiliser un petit peu aussi les protéines. Donc c'est là que, selon les périodes de jeûne, c'est là la période un petit peu délicate qui est que vous allez quand même puiser dans votre masse musculaire. Donc ça nécessite des précautions bien particulières. Et à partir du moment où vous êtes passé dans ce deuxième type de fonctionnement, un petit peu comme la voiture hybride qui passe du moteur électrique, parce que la batterie est vide, au moteur thermique, ça a des inconvénients, mais ce sont des inconvénients qui sont tout à fait gérables. Alors les premiers inconvénients, c'est effectivement que l'organisme utilisant ce qu'on appelle des corps cétoniques, c'est-à-dire que les graisses vont être métabolisées, elles vont être transformées en acides gras, ces acides gras vont donner des corps cétoniques, et à partir de ce moment-là, les corps cétoniques vont être la source d'énergie. Et nos cellules savent utiliser les corps cétoniques. Notre cerveau sait très bien utiliser les corps cétoniques. Mais dans corps cétonique, il y a le mot cétose, et donc tout le monde a entendu parler de la cétose, et avec ses inconvénients, ses sensations de bouche un petit peu pâteuses, une haleine qui prend une odeur un petit peu particulière. Alors il ne faut pas confondre l'acétocétose du diabétique, qui est une situation très particulière où le pH, c'est-à-dire l'acidité du sang, devient extrême et effectivement dangereuse, voire même pourrait entraîner le décès du patient s'il n'était pas soigné. Et puis juste la cétose en relation avec l'utilisation des corps cétoniques, qui est une situation tout à fait normale. Et à partir du moment où on a un petit peu assimilé et géré ces petits inconvénients qui sont cette sensation désagréable dans la bouche, et bien à partir de ce moment-là, cette sensation de fatigue, cette sensation de faim va
sinon disparaître, largement s'amenuiser. Et lorsqu'on fait des jeûnes prolongés, la sensation de faim peut même disparaître complètement. En réalité, elle ne disparaît pas parce que on a toujours une attirance alimentaire ou on peut avoir à certains moments de la journée, au moment des repas, une petite sensation de faim. Ce n'est pas une sensation de faim insoutenable. Voilà. Et voire même, on peut avoir un état mental légèrement euphorique. C'est ce qui explique que, parce que c'est fréquent plutôt chez la jeune femme, les jeunes femmes qui sont en anorexie, finalement elles se sentent bien. Elles n'ont pas envie de sortir de ce jeûne, mais elles le prolongent jusqu'à ce qu'ils dévorent, c'est le terme exact, qu'ils dévorent leur propre cœur et leur cerveau, et que parfois ça se termine par le décès. Donc une fois qu'on a passé la période de manque, qui est de quelques jours, eh bien on peut jeûner assez longtemps. Concernant les effets bénéfiques du jeûne, alors il y a d'abord les effets, et c'est cela que doit chercher le jeûneur. Bien entendu, il va perdre du poids, mais il doit profiter de cette période de jeûne pour essayer de modifier son comportement alimentaire et le ramener à des bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un comportement alimentaire, un bon comportement ou en tout cas un mauvais comportement alimentaire? Eh bien, comme on l'a évoqué tout à l'heure, notre organisme a été prévu, j'aime pas ce mot déterminisme, mais en tout cas, notre physiologie fait qu'on peut jeûner, et en tout cas, on peut jeûner à certains moments de la journée. Donc, il n'est pas, pour notre organisme, il n'est pas convenable de manger en permanence, et en tout cas de manger en excès. Voilà. Donc, lorsque vous jeûnez, vous mettez au repos un certain nombre de vos organes, et en particulier le tube digestif. Tout le monde sait que à la fin d'un repas, eh bien, il y a une partie du débit sanguin, c'est-à-dire du volume de sang qui circule, qui devra aller dans le mésentère, c'est-à-dire dans les vaisseaux du tube digestif, pour la digestion et l'assimilation du repas. Et c'est un petit peu au détriment du cerveau, et tout le monde sait qu'à la fin d'un repas, on peut être un petit peu somnolent. Quand vous jeûnez longtemps, toutes ces organes, et en tout cas le tube digestif, détourne beaucoup moins le débit sanguin, et le sujet le ressent. C'est-à-dire qu'il a une sensation non seulement de légèreté, parce que ses intestins se vident progressivement, mais il a également une sensation d'être plus éveillé. Un des signes que constatent les jeûneurs, c'est qu'ils dorment moins. Voilà, ils ont moins besoin de sommeil, ils sont plus éveillés. Voilà. L'autre comportement bénéfique qu'il faut en tirer de ce jeûne, eh bien, c'est qu'il faut tenter de se détacher de l'addiction. Alors, les gens qui sont en surpoids, et a fortiori les patients obèses, on va réserver le terme obésité vraiment pour les patients qui ont des index de masse corporelle très très élevés, c'est-à-dire c'est des patients qui sont aux alentours de 150 kg. Voilà. Eh bien, ils ont des comportements alimentaires qui sont, et ils le savent très bien, qui sont anormaux parce qu'ils sont dans une addiction. Donc on peut être addict à l'alimentation, comme on peut être addict à d'autres toxiques que sont le tabac, l'alcool, les psychotropes, que sais-je encore. Et tout le monde sait aussi que pour se sortir de cette addiction, eh bien, il faut arrêter complètement. Il faut arrêter complètement l'addiction. Les alcooliques le savent très bien, lorsqu'ils arrivent à se sevrer de leur alcoolisme, il faut absolument qu'ils ne prennent aucune dose d'alcool, même faible, parce qu'ils vont retomber dans leur addiction. Évidemment, c'est très dur. Évidemment que la période de sevrage est pénible. Tout le monde a certainement déjà vu des vidéos d'héroïnomanes qu'on sèvre et qui ont des réactions extrêmement pénibles. Eh bien, c'est la même chose pour l'alimentation. C'est une addiction parce que c'est agréable, parce que le cerveau qui reçoit en permanence, et a fortiori des aliments plutôt glucidiques,
C'est un peu comme un cerveau qui reçoit des drogues. Hein, lorsqu'on soumet des rats, hein, lorsqu'on donne à des rats d'un côté des médicaments de type cocaïne et de l'autre côté un flacon avec un liquide très sucré, et bien très vite il se détourne du toxique pour aller vers le sucré. Donc le cerveau se comporte vis-à-vis des glucides comme une addiction. Or, notre alimentation devient de plus en plus glucidique, et lorsqu'on vous dit des aliments light, etc., ce sont des aliments dont la teneur en lipides, en graisse a été réduite, mais obligatoirement la teneur en glucides a été augmentée.